Salut les Tindalleuses, salut les Tindalleux, bonjour aux grands anciens, bonjour aux petits nouveaux, salut Sartix LSR qui vient de nous rejoindre. Alors ce soir, je vais vous parler du quartier de South Bend. Salut Furieux, ça fait plaisir de vous voir fidèle à ce rendez-vous du mardi soir. Donc le quartier de South Bend, c'est le quartier bourgeois de la ville de Bath. Ah là, il va y avoir des grandes maisons, ça va pas être des petits taudis comme à Lincoln ou dans le Swamp, ça va être chic et choc. Alors, petite présentation rapide du quartier, voilà, South Bend, c'est sur les rives de la Kennebec, c'est au sud de la ville. Et voilà. C'est un gros morceau, hein, ça va être le seul quartier, je pense, qu'on va diviser en plusieurs épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on va faire la première partie aujourd'hui. Et dans le manuel, vous verrez, ça occupera une place assez conséquente. Salut Chouba, toujours un plaisir de t'avoir au rendez-vous avec nous, au grand créateur de la danse de la dent. Alors, le South Bend, comme je disais, c'est un quartier extrêmement bourgeois. Mais bon, je vous ai parlé déjà de types qui avaient de l'argent, qui avaient de l'influence dans la ville. Euh, Par exemple, l'ancien maire Philoménus Winthrop et l'autre ancien maire Gordon Marty, eux, ils n'habitent pas dans ce quartier-là. Philoménus Winthrop, vous pourrez le découvrir dans le quartier de Woolwich, qui a été mis en ligne sur YouTube il y a peu. Et Gordon Marty, on parle de l'endroit où il habite, sur la presqu'île de Winnegans. Donc voilà, en fait, si je vous parle d'eux, c'est parce qu'en fait, c'est un peu des exceptions dans la grande bourgeoisie de la ville, parce que la majorité des grands bourgeois habitent dans South Bend. Par exemple, le couple Burns que je vous ai présenté lorsqu'on a présenté le quartier Lincoln, euh, eux, ils habitent ici. Et en fait, c'est normal que ça attire du beau monde, South Bend, parce que South Bend, c'est le berceau des plus anciennes familles de Bath, dont notamment les Dunwoody. Alors, je vous ai parlé, je vous ai parlé je vous ai parlé d'Henrietta Dunwoody dans la vidéo sur l'université. Henrietta Dunwoody, donc c'est une des membres de la famille Dunwoody, l'une des plus anciennes familles de la ville, ce qui lui permet aujourd'hui d'être la pontife du conclave des fondateurs. Alors le conclave des fondateurs, je vous en ai parlé dans l'université, c'est une fraternité et sororité étudiante qui regroupe les plus anciennes familles de la ville. Et la famille Dunwoody, c'est une très vieille famille. C'est une famille très ancienne parce que depuis 1700, la famille Dunwoody tient des pompes funèbres. Tient des pompes funèbres qui ont du succès. En effet, la Dunwoody Funeral Home fait un service de qualité comme les invités que nous avons aujourd'hui. Les Dunwoody, depuis 1700, ils accompagnent les Bafois qui peuvent se payer leur service, faut pas déconner, dans leur dernière demeure. C'est un truc qui s'est transmis comme ça de génération en génération, et on raconte même que dans la famille, il y a un carnet qui regrouperait les différentes opérations les plus étranges qu'ils auraient eu à faire au cours des décennies, mais même des siècles maintenant, parce que ça fait très longtemps
qu'ils sont ici. Euh, les Dunwidi, salut Titou, les Dunwidi, en effet, euh, c'est une famille qui tient à garder le poids de l'histoire. C'est une famille dont Aurélia Dunwidi est l'un des membres les plus importants, bien que ce soit que ce soit des euh, comment dire cela, que ce soit une pièce rapportée. Aurélia Dunwidi, en effet, c'est la fille de Dominique Little, un artisan verrier qui est mort en 1869, et elle s'est mariée à Jérôme Dunwidi. Sauf que Jérôme Dunwidi est mort. Il est mort lors de l'épidémie de choléra à la fin des années 1890. Et depuis, Aurélia Dunwidi porte le deuil. Elle porte le deuil et elle s'habille toujours en noir. Elle s'investit beaucoup dans la roseraie de la famille parce qu'en effet, les Dunwidi, en plus de faire des cercueils, ils ont une particularité, c'est qu'en fait, ils font aussi donc du coup eux-mêmes les couronnes de fleurs. Les couronnes de fleurs, du coup, elles sont produites dans la roseraie, d'accord? Cette roseraie où Aurélia Dunwidi a réussi à faire embaucher un jeune prodige, Brahms Fenton, qui était un botaniste exceptionnel, qui a créé des roses. Bon, le problème de Brahms Fenton, c'est qu'il a fini par se suicider parce qu'il a été impliqué dans un petit scandale dont je vous parlerai la semaine prochaine, le scandale de la lotion Honeyskins qui a provoqué la mort d'un certain nombre d'enfants dans la ville de Bath. Donc Aurélia Dunwidi porte toujours le deuil et l'une des choses qu'elle fait également, c'est qu'elle a repris la présidence de la Sagadoc Historical Society, qui est en fait une société qui se charge de conserver la mémoire des pères fondateurs de la ville de Bath. C'est une association qui a été fondée par un ancêtre de la famille, Archibald Dunwidi, qui est mort en 1856. Et en fait, tous les ans, la Sagadoc Historical Society, elle fait des reconstitutions. Elle organise du coup, elle achète des costumes, quoi. Et ses membres vont rejouer, par exemple, des escarmouches de la guerre d'indépendance, ou ce genre de choses. Ils ont également un fonds documentaire qui est assez important, parce qu'ils veulent préserver la mémoire de tout ce qui se passe dans cette ville. Bien. Euh, voilà pour Aurélia Dunwidi. Et en effet, ça explique que les gens qui ont de l'argent, qui veulent venir dans la ville de Bath et s'installer, bah ils s'installent à South Bend. C'est le cas d'Edwin Bosworth. Ah, Edwin Bosworth, euh, c'est pas à la base quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement fortuné. C'est quelqu'un qui est un fils de majordome et en fait qui a eu comme passion très très tôt de se faire de l'argent. Pour ça, il n'a pas voulu faire des affaires louches, etc. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les mathématiques. Les mathématiques qui lui ont permis, en fait, de monter des affaires financières assez intéressantes. Et Edwin Bosworth a fondé une banque, la Bosworth Banking, et il s'est installé dans le quartier de South Bend. Et bah, comme c'est quelqu'un qui arrive à peu près à, à se débrouiller il a du flair, on va dire. Il a épousé la grande sœur de Robert Bancroft, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Robert Bancroft, le promoteur immobilier, donc sa grande sœur Edna, elle s'est mariée à Edwin Bosworth. Et bah, ça a contribué à permettre à Edwin Bosworth de continuer, si vous voulez, à gravir les échelons de la bonne société bafoise. Sa banque a rapidement attiré les gens qui voulaient bien placer leur argent dans le quartier.
Et de l'union de Edwin Bosworth et de Edna Bancroft est né Edwin Bosworth Jr., le fils. euh, le fils. Edwin Bosworth Jr., il a des dents qui raillent le plancher. Lui, en fait, il a essayé de monter des affaires diverses et variées, des poudres énergisantes, ce genre de trucs. Tout ça, en fait, il l'a fait. Ça n'a pas vraiment pris. Puis il a réussi à persuader son père, Edwin Bosworth, d'investir dans un truc qui allait avoir un succès phénoménal, une concession d'automobile de luxe. Et alors là, ça a été un succès phénoménal. On voit tous les grands bourgeois qui arrivent dans la salle de la concession automobile pour s'acheter ce truc qui est en plein essor, les bagnoles de luxe. On voit aussi arriver chez les Bosworth des personnes qui ont moins bonne réputation. Mario Moretti et Giorgio Panicucci, par exemple, qui, dit-on, traîneraient dans des milieux louches. Krieg Lieb, dont je vous parlerai à un autre moment, qui également a, comment dire, des casseroles au cul. Euh, il y a en effet dans ce quartier, comme il y a de l'argent, un certain nombre de personnes qui se retrouvent et qui ne sont pas forcément des plus honnêtes. On les retrouve dans un salon de billard ouvert en 1909, le Love Arts. Le Love Arts, c'est un endroit un peu select. Ça a été fondé par Félix Love Art, un ancien de la police fluviale. Son boulot avant, c'était de vérifier qu'il n'y avait pas de la contrebande qui arrivait du Canada. La prohibition était déjà en cours dans l'état du Maine et bon, les Canadiens ramenaient facilement de l'alcool. Bon, toujours est-il qu'il a démissionné, Félix Lovart, de la police fluviale, pile poil au moment où il y avait une enquête administrative sur sur ses petites affaires, ce genre de choses. Donc, il y a des rumeurs qui disent que Félix Lovart est un membre de la pègre. Mais les bourgeois de South Bend sont ravis de se dire que bon, non, 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 c'est pas du tout de la pègre. C'est juste des gens qui font des affaires. Et les affaires sont des affaires. Et elles sont protégées par le secret des affaires, qui est extrêmement important pour tout cela. En effet, il y a quand même des gens qui vont venir à South Bend. Parce que à South Bend, certes, il y a la grande bourgeoisie, mais il y a aussi des endroits où on peut se retrouver. Notamment South Bend Park. South Bend Park, c'est un grand parc en périphérie de la ville, dans lequel il y a une foire avec une grande roue. Et donc du coup, c'est vraiment un lieu, en fait, où les riches et les pauvres se côtoient. Quand on va dans South Bend Park, il y a des agents de police qui font quand même, qui font attention à ce que ça reste un endroit correct. En effet, il y a très peu de délinquance dans South Bend Park, parce que si les bourgeois tolèrent un peu de mixité, ils n'ont pas envie que ça déborde. Alors, l'illustration qui illustre South Bend Park, c'est une illustration d'un des trucs qui se passe à la porte nord. À l'entrée, quand on arrive depuis le quartier Saint-Jean, il y a régulièrement des types qui sont là, soit des religieux, soit des politiques, qui haranguent la foule, qui font des prêches, etc. C'est d'ailleurs là-bas qu'en 1869, si je ne me trompe pas, Samson Cantor Samson Cantor euh, euh, a harangué la foule qui est responsable du dépeçage et de l'équarrissage du père Jacques Estienne. Alors pour plus de détails sur cette affaire sordide, je vous invite à vous rendre sur la vidéo du quartier Saint-Jean. Alors,
notre parc, il y a pas seulement la foire avec sa grande roue et les, euh, les prêcheurs. Il y a aussi euh, un jardin botanique où il y a des fleurs absolument magnifiques, des serres chauffées, tout ce genre de trucs. C'est vraiment un endroit très beau. Il y a même une ménagerie. Il y avait un gorille, il y a quelques années de ça même, qui attirait les curieux et les curieuses qui venaient voir le gorille de South Bend. Mais bon, il paraît que le gorille s'est échappé, à moins que ce soit des braconniers qui l'aient tué, on n'a jamais trop su. Il y a aussi une allée qui a été à l'initiative de l'ancien maire, Gordon Marty, où des gens font des parties d'échecs. Il y a un club extrêmement select où on peut jouer au tennis. C'est là que... Alors là par contre effectivement c'est vraiment très 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 select, tout le monde ne peut pas y aller. Et il y a un joueur, Alexander Dunkeys, qu'on pressent pour être une vraie star du tennis et qui attire comment dire ça, les, euh, les fans, les fans. Il y a également un petit labyrinthe végétal. Dans ce labyrinthe, alors on s'y aventure pas trop. En fait, il est situé un peu dans un coin du parc. C'est un lieu de rencontre homosexuelle dans la ville. Il y a toutes sortes de personnes qui se baladent dans South Bend Park et c'est réellement l'un des poumons de la ville où toutes sortes de personnes se croisent. Et peut-être qu'il y a des paroles qui sont échangées, peut-être qu'il y a des conspirations politiques qui s'y jouent. Toujours est-il que South Bend Park est vraiment un lieu extrêmement important dans la ville et notamment dans South Bend Park. Alors, vous voyez juste à côté de South Bend Park, il y a une parcelle là qui est particulièrement grande et cette parcelle, c'est la demeure de l'homme le plus riche de la ville, Andrew Hyde. Andrew Hyde, c'est le patron de la plus grosse entreprise de la ville, les Bath Iron Works, un chantier naval qui sort des navires, notamment pour l'armée, qui du coup emploie énormément de monde. Andrew Hyde, il a hérité cette entreprise de son père et depuis la fin des années 1890, l'entreprise a réellement connu un succès énorme et Andrew Hyde est maintenant, comme je vous le disais, l'homme le plus riche de la ville, mais surtout quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Sa sœur, Daphne Hyde, est quelqu'un d'un peu moins, comment dire, caricaturalement bourgeois, pour faire simple. Daphne Hyde, elle vient effectivement de ce milieu extrêmement riche, mais elle a beaucoup de convictions. Notamment, elle est très impliquée dans les mouvements féministes, le mouvement des suffragettes qui milite pour le droit de vote des femmes, qui a obtenu gain de cause très récemment aux États-Unis. Et en fait, c'est également une militante contre la ségrégation raciale. Elle investit de l'argent dans un restaurant du centre-ville, le Harriet's, où les milieux progressistes se réunissent. Alors que Andrew Hyde, lui, il aime bien la politique, c'est un républicain, et bon, c'est bien mignon tout ça, il n'est pas foncièrement hostile au mouvement progressiste, mais faut pas que ça déborde trop parce que ce qui est important, c'est les affaires. Et Hyde, il a un truc qui le travaille, en fait, c'est d'être reconnu au-delà de la ville de Bath et du comté de Sagadahoc. Et c'est ce qui l'a poussé à épouser Astrid von Nordskov. Astrid von Nordskov, c'est une femme qui a épousé Andrew Hyde sans l'avoir jamais rencontré. C'est une noble danoise dont la famille était absolument ruinée. Et en 1894, Andrew Hyde, il y a un mariage qui a été arrangé parce que Hyde n'avait pas un titre de noblesse, mais il avait une chose qui est extrêmement importante quand on veut arriver à vivre selon un certain standing et qu'on est habitué aux bijoux, aux réceptions, aux fastes, il avait du pognon.
Astrid et Andrew se sont donc mariés et c'est pas clairement un mariage d'amour. C'est un mariage qui a pour objectif de, de permettre à Hyde de rehausser son prestige et à Northcoff d'avoir de l'argent. De cette union intéressée est née une fille unique, un peu capricieuse, Olympia Hyde of Northcoff. Olympia Hyde of Northcoff, elle a des envies, elle a des caprices, elle a de l'argent et elle a un avenir devant elle tout tracé pour être glorieux. Alors, la presse et les gens qui s'intéressent un peu on va dire, aux racontars people, ils trouvent quand même que Olympia, elle est pas très respectueuse de l'autorité paternelle. On raconte qu'en fait, elle s'identifie bien plus à sa mère et que son père, Andrew Hyde, n'est qu'un parvenu, un vulgaire américain qui a de l'argent et qui serait tout juste bon à rouler dans les grosses automobiles de luxe de Bosworth Junior, mais qui n'aurait pas assez d'auteur d'âme. Donc voici pour la famille la plus riche de la ville. Et il est vrai que il y a quelque chose tout de même qui permet de rentrer dans ce quartier et d'être bien accepté par la bourgeoisie, c'est soit la naissance, soit l'argent et la capacité à en produire, mais il y a autre chose qui permet d'y arriver, c'est le fait d'être ingénieux. Le fait d'être ingénieux, c'est extrêmement important parce qu'en réalité, à terme, ça permet de produire de l'argent. C'est le cas de Edward Richmond. Edward Richmond, dont je vous ai brièvement parlé lorsque je vous présentais le quartier de l'université, c'est quelqu'un qui fait des engrais. Mais l'une des autres choses qu'il a faites dans le quartier et qui ont une des autres choses qu'il a faites et qui a beaucoup marché, pardon, c'est le fait d'avoir créé le club des machines mécaniques et électriques. C'était un endroit où en fait tous les gens férus de technologie et qui pouvaient se payer une adhésion, en fait, se réunissaient pour regarder un peu comment tout ça, ça marchait quoi. Donc c'est le moment où le téléphone va se développer, le sans fil va se développer. Euh, Vraiment, c'est une période d'innovation technologique extrêmement importante et on en parle beaucoup au club des machines mécaniques et électriques. Alors, malheureusement, le club des machines mécaniques et électriques va connaître une petite secousse. En effet, le fils du maire, Kevin Milford, va avoir un accident il va être électrocuté au club des machines électriques, mécaniques et électriques, et il va en rester profondément diminué. L'accident de celui que maintenant tout le monde surnommera Crazy Kev va amorcer le déclin du club des machines mécaniques et électriques. C'est quelques années plus tard, lorsque Victor Washington, un médecin, celui qui est responsable des, de la fondation de la clinique Méridiane et de ses thérapies innovantes pour rajeunir les personnes, ce n'est que lorsque Victor Washington donc mourra à son tour dans le club des machines mécaniques et électriques que ce club sera fermé définitivement. Mais tout cela, je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine lorsque nous aborderons la deuxième partie de South Bend qui commencera par la présentation de la famille Milford et de Crazy Kev. D'ici là, oh mes chères Tindalleuses et mes chers Tindalleux, je vous souhaite de faire des beaux rêves d'or, rêvez bien d'argent et peut-être qu'un jour, si vous avez de la chance, vous pourrez habiter à South Bend. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner.
Si vous regardez le replay sur YouTube, faites un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est bon pour les algorithmes, et pour nous c'est bon. Si jamais vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à dire à vos amis de venir. À la prochaine, mardi prochain à 20h30. Si vous n'avez pas aimé l'émission, dites à vos ennemis de venir.